La Coupe du monde de rugby est l'un des grands événements sportifs et médiatiques de cette rentrée. L'Ovalie a conquis un vaste public et l'image du rugby contraste en bien des points avec celle du football et plutôt positivement, bien que les règles du rugby soient un obstacle à sa compréhension et peut-être aussi à sa diffusion. Au-delà des résultats, qui seuls comptent évidemment, où se situe le rugby français? Quelle valeur, quelle économie, quelle dynamique aussi le caractérise? On va essayer de balayer ces questions avec deux personnes qui s'y connaissent particulièrement. Damien Chouli, joueur international de rugby, ancien joueur international qui a une expérience des tournois, des compétitions, des Coupes du Monde, de la dernière en particulier. Et puis Ludovic Ninet, ancien joueur de rugby, qui a écrit Petit éloge du rugby aux éditions des Pérégrines. Bonjour Damien Chouli. Bonjour. Et bonjour Ludovic Ninet. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation sur notre antenne qui n'a pas une grande habitude de l'actualité sportive puisque nous ne commentons pas les matchs, ce n'est pas l'objet, notre priorité éditoriale, mais on va essayer de comprendre le phénomène du rugby. C'est plutôt sous cet angle-là que j'aimerais avoir votre point de vue, mais ça ne nous empêche pas de commencer par l'aspect sportif. Et je pose la question à Damien Chouli, justement par rapport au niveau de l'équipe de France que vous pouvez constater aujourd'hui, qui est en tête de sa poule, la poule A. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce niveau-là au regard de ces performances passées que vous avez déjà connues? Déjà, il faut dire que c'est la première fois, je pense, où l'équipe de France arrive dans une Coupe du Monde, à l'entrée de cette Coupe du Monde en tant que favori, eu égard aux très bons résultats qu'ils ont eus sur les 3, 4 dernières années. Et ça, c'est particulier parce que voilà, en général, on parle beaucoup de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande. C'est la 10e Coupe du Monde aujourd'hui et c'est la première fois que la France s'avance avec un statut parmi les favoris. Et ça change beaucoup de choses, ouais. Notamment sur l'engouement et qu'on peut voir à l'amont et pendant ces premiers matchs de Coupe du Monde. Qu'est-ce qui permet de dire qu'elle était favorite de cette Coupe du Monde, en fait? Quels étaient les éléments différenciants qui la plaçaient au-dessus des autres? Déjà, ils ont, au fur et à mesure des 3, 4 dernières années, eu une série de victoires impressionnantes, de, je pense, 13 ou 14 victoires d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé. Il faut savoir qu'au niveau international, il y a assez peu de matchs. Donc ça relève vraiment d'une grosse performance. Et surtout, parmi ces victoires, ils ont battu tour à tour les champions du monde, les Sud-Africains, les All Blacks, les Néo-Zélandais, les Australiens et toutes les grosses nations qui vont prendre part à cette Coupe du Monde et qui sont également favoris. Alors qu'en est-il du niveau de ces autres nations du rugby, comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie? Est-ce que leur niveau a baissé et comparativement, ça a permis à la France d'émerger, ou bien ces autres nations sont restées à un niveau d'excellence tout à fait remarquable qui montrerait que la France a vraiment progressé? Alors, il y a un petit peu des deux. Je pense que quand on voit, bon, la Nouvelle-Zélande ont eu quand même des difficultés sur les 2 dernières années. Ils n'ont pas eu les mêmes résultats qu'ils pouvaient avoir sur les années précédentes. Donc voilà, ça c'est pour la Nouvelle-Zélande. Ensuite, sur les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud, ils ont eu des hauts et des bas, mais on a vu que sur les derniers mois, ils sont montés crescendo et là, ils font un très très bon début de Coupe du Monde. Donc ils seront au rendez-vous. L'Irlande est assez constant aussi. Et je pense que on peut mettre le doigt sur le fait que la France, ou l'équipe de France, a bien progressé au cours de ces 4 dernières années et elle bénéficie d'un réservoir de jeunes talents français qui a, à mon sens, jamais eu. Voilà. Il y a une concurrence telle à chaque poste que ça crée une émulation et que ça fait que la France est performante aujourd'hui. Ludovic Ninet, quelle est votre analyse là-dessus sur le côté sportif qui explique aujourd'hui l'audience de l'équipe de France de rugby et ses bons résultats? Est-ce que vous avez l'analyse que nous fait Ouais, valoir Damien Chouli? ben, je la partage en grande partie. Oui, je peux juste apporter peut-être quelques précisions. On peut dire quand même que l'équipe de France, avant l'arrivée de Fabien Galtier à la tête du staff, et notamment sur les dernières années 2010, on va dire 2015-2019, elle était à un taux de victoire qui était à peu près à 33%, ce qui était presque enfin, ce qui était du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Fabien Galtier et son staff et ses joueurs, donc, qui, comme le disait Damien Chouli, sont quand même avec une densité de talent qu'on a rarement vue, ils ont porté ce taux de victoire à 80, voire 90%. Il y a eu cette série de victoires dont il était question. Les 14 victoires, elles sont réalisées sur plus d'une année calendaire, puisqu'elles sont réalisées de novembre 2001 jusqu'au début de l'hiver 2023. Donc, c'est dire quand même la constance de cette équipe. Voilà. Alors cette constance, elle se bâtit, elle se construit avec des hommes, avec une politique.
avec une ligne directrice. Est-ce qu'il y a la recette du succès qui expliquerait, et j'utilise un terme volontairement issu du vocabulaire religieux, qui expliquerait cet état de grâce que l'on connaît? Mhm. Ben, on peut dire en tout cas que là, effectivement, il y a un nombre de facteurs qui se sont rejoints et qui peuvent donner, on va dire, des lignes directrices pour peut-être réussir à maintenir ce niveau de performance sur la durée. Maintenant, c'est le fait aussi d'une entente assez exceptionnelle, on va dire, dans le rugby français, entre d'un côté la Fédération française de rugby, qui gère l'équipe de France, et la Ligue nationale de rugby, qui gère les clubs professionnels, qui, eux, fournissent les individus qui vont jouer en équipe de France. Et cette gestion, on va dire, bipartite du rugby de haut niveau en France, elle a jamais, enfin jusqu'alors, elle ne s'était jamais réalisée de manière très cordiale, on va dire. C'était un peu difficile. Et là, il y a eu une forme d'entente cordiale autour de l'équipe de France parce que tout le monde s'est rendu compte qu'une équipe de France qui avait des mauvais résultats, c'était bon pour personne. Voilà. Donc, Fabien Galtier, qui par ailleurs, je pense, et Damien Chouli peut-être le confirmera, et à mon avis, un technicien assez hors pair, il a pu quand même s'entourer d'un staff extrêmement nourri. Hein. Les moyens ont été donnés assez illimités pour qu'il constitue une équipe autour de lui très, très costaud. Et il a surtout la possibilité de travailler avec les joueurs plus que jamais aucun autre sélectionneur n'a eu. C'est-à-dire, ils peuvent travailler à 42 joueurs la moitié des semaines pendant lesquelles ils préparent leur match habituellement, c'est-à-dire faire vraiment de l'opposition à 15 contre 15 et même avoir des blessés. Voilà. Il y a donc un alignement des planètes, hein, si on vous suit, Ludovic Ninet. Damien Chouli, c'est votre avis? Oui, c'est vrai, je rejoins tout à fait cette analyse pour l'avoir vécu et pour avoir vécu, entre guillemets, les années compliquées de cette équipe de France, notamment en 2015, 2016, 17. C'était assez compliqué, mais c'est vrai qu'au niveau moyen, au niveau organisation, c'était pas du tout la même chose. Et c'est vrai que le fait d'avoir un très gros staff et d'avoir ces agréments qui permettent ben, à l'équipe de France de se retrouver déjà en amont des compétitions, une voire 2 semaines avant et de pouvoir rester ensemble, notamment pendant pratiquement tout le tour de la destination, ben, ça amène justement de la continuité, de la cohésion et une certaine qualité de travail, oui. Donnez-nous un exemple qui vous appartient, que vous avez vécu, qui montre la différence d'organisation, d'efficacité entre l'époque dont vous venez de parler et celle que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, si on prend le tour de la destination, déjà, nous, on se retrouvait qu'une semaine en amont de la compétition. Donc voilà, on sortait du match des clubs le week-end. Donc certains arrivaient le samedi soir, d'autres le dimanche en fonction du jour des matchs. Le lundi, c'était plutôt un petit peu repos. On arrivait à 31. Et le mercredi, ben, donc on s'entraînait 2 jours. Et le mercredi soir, eh ben, ceux qui ne faisaient pas partie des 23-24 rentraient dans leur club. Donc on finissait la semaine à 23-24. Donc pas forcément d'opposition, pas forcément d'entraînement à balles réelles comme on dit. Et ces joueurs rentraient dans leur club, jouaient dans leur club et revenaient le dimanche soir suivant pour repréparer le prochain match. Donc ça faisait comme ça pas mal d'allers-retours, au-delà des déceptions de ne pas jouer, ça faisait quand même pas mal de logistique et beaucoup de fatigue accumulée. Et quelque part, ben, quand on passe 6-7 semaines comme ça, au niveau même mental et motivation, c'est pas la même opposition à l'entraînement. On n'est pas aussi motivé que la première semaine. Donc c'est un contexte général, mais voilà, c'est un petit exemple concret au niveau de la qualité de la préparation des matchs. Comment expliquez-vous, vous avez parlé tout à l'heure de jeunes talents qui arrivent dans l'équipe, comment expliquez-vous qu'il y ait ce vivier de talents qui émerge dans le rugby français? En fait, ça, c'est dû à une réglementation qui a été mise en place, notamment au niveau de la Fédé et de la Ligue, qui s'appelle les joueurs issus de la formation française, joueurs GIF, communément appelés, qui ont imposé au fur et à mesure des années qu'il y ait sur les feuilles de match des clubs professionnels ben, un nombre précis de joueurs issus de la formation française. Donc, c'est passé voilà, de 11, 12, et aujourd'hui, on arrive à 16 ou 17, je crois ben, pour faire jouer au maximum les jeunes Français parce qu'il y avait un constat qui était clair à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de joueurs étrangers qui venaient jouer dans le championnat français, beaucoup de stars étrangères, les clubs recrutaient beaucoup d'étrangers ben, parce qu'ils étaient attractifs. Le championnat français est le club dont l'économie est la plus importante et qui paye le mieux.
Et au final, les clubs ont recruté beaucoup de stars et les jeunes joueurs français issus des centres de formation n'avaient peu ou pas de temps de jeu, donc c'était très dur pour eux d'émerger. Et donc la conséquence directe de ça, c'était que il y avait beaucoup moins de joueurs à des postes clés qui étaient français et qui évoluaient au haut niveau dans le championnat professionnel, notamment en top 14. Et premier impacté, c'était l'équipe de France, évidemment. Donc, pour rétablir un petit peu ça, ils ont mis ce système en place et aujourd'hui, on est en train d'en tirer clairement les fruits. Et ce système s'appelle, rappelez un petit peu la dénomination, Les joueurs issus de la formation française, tout les simplement, GIF, GIF, oui, qui veut voilà. dire, Qui veut dire donc JIFF, joueurs issus de la formation française. voilà. Et donc ça doit être connu du grand public. Est-ce que c'est un petit Ouais. peu l'inverse? Je pose la question à Damien Chouli et Ludovic Ninet. Est-ce que c'est un petit peu l'inverse de ce que Larry Bosman, en 95, a créé dans le football, cette mondialisation du foot qui permet aujourd'hui à un joueur finalement de tourner dans les clubs, quelle que soit en fait sa nationalité. J'essaie de résumer à grands traits. Ouais. Ouais, on peut dire que c'est en fait une mesure qui a été trouvée effectivement pour contrecarrer des effets de type arrêt Bosman. Parce qu'on avait aussi dans le... Parce qu'en fait, ce qui était compliqué pour réglementer ça, c'est que dans le secteur professionnel, ça répond aussi à tout ce qui est de la réglementation du travail, où là, il est dit, on ne peut pas avoir de préférence, entre guillemets, nationale. Donc, il fallait trouver des biais et puis, d'autant qu'il y avait et il existe des accords de coopération internationale qui font d'individus issus enfin, hors Europe des travailleurs au même titre que les Européens. Et donc, on avait le cas en plus en rugby, ça concernait notamment, si je ne dis pas de bêtises, pas mal les îles du Pacifique qui sont gros pourvoyeurs de joueurs de rugby, l'Argentine et je ne sais plus quelle autre nation. Ce qui fait que donc, pour réussir à refavoriser, comme l'expliquait Damien Chouli, l'émergence de jeunes talents, il a fallu trouver cette astuce d'inciter à mettre sur les feuilles de match des joueurs issus de la formation française. Ce qui veut dire aussi qu'on peut voir des joueurs d'origine étrangère, mais formés en France, émerger aussi en équipe nationale. Pour prendre un cas emblématique qui a joué dans les mêmes années que Damien Chouli, c'est Bernard Leroux, qui est un Sud-Africain qui est arrivé en France à 19 ans et qui, dont lui, a été sélectionné en tant que GIF. Voilà. Il y a une concurrence entre les nations pour aller recruter les joueurs de rugby et les faire jouer dans les clubs. Est-ce qu'il y a une surenchère comparable à celle du football entre des clubs stars qui se partagent l'élite du rugby? Ça fonctionne de la même manière de ce point de vue? Un petit peu moins parce que déjà, il y a eu aussi une mesure qui est venue quasiment en même temps, c'est le salary cap, c'est-à-dire que la masse salariale des joueurs est plafonnée. Et c'est la même pour tous les clubs. Et ça aussi pour mettre un peu plus d'équité dans le championnat professionnel et justement pour éviter que tous les gros clubs, enfin ceux qui ont le plus gros budget, viennent piller tous les autres et se partagent un petit peu le magot. Donc ça aussi, ça fait en sorte que le championnat du top 14 euh, devienne plus attractif. Et aujourd'hui, on voit que voilà, à l'époque, on avait 5, 6 équipes qui pouvaient être championnes de France. Aujourd'hui, ben, on a peut-être 10 ou 12 qui peuvent batailler au moins pour la qualification. On a l'impression que le rugby s'est construit à l'inverse du modèle du football et que le football aurait peut-être intérêt aujourd'hui à s'inspirer des méthodes du rugby, des méthodes de construction économique du sport rugby. Damien Chouli et Ludovic Ninet. Ouais. Euh, Euh, je sais pas, enfin, pour ma part, c'est plutôt le rugby. Enfin, le rugby, c'est un sport professionnel qui est jeune, hein, qui s'est passé professionnel dans les années 95-98. Alors que le foot, ça fait déjà une trentaine d'années. Donc, je pense que c'est plutôt le rugby qui a regardé attentivement le foot et qui a oui, essayé justement de ne pas prendre c'est ça. euh, C'est ce que je ouais, viens de dire, hein, Damien Chouli. C'est-à-dire le ouais. rugby s'est construit un peu par opposition au foot. Est-ce que vous validez Alors, cette assertion? oui, enfin, par opposition, je dirais pas par opposition, mais disons sur un modèle économique qui est plus viable à notre échelle. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le foot, c'est vraiment un multinational, international, avec des transferts, avec des joueurs qui viennent de partout. Le foot est joué dans tous les pays du monde, sans exception, ce qui n'est pas encore le cas du rugby. Et aujourd'hui, le rugby regroupe vraiment une dizaine de grosses nations et au final, je pense, 2 ou 3 gros championnats forts.
Donc voilà, on n'est pas du tout sur la même échelle et je pense qu'aujourd'hui, même si on voulait, on ne pourrait pas copier le modèle du foot. Ludovic Ninet? Oui, alors moi je suis pas un grand spécialiste non plus du football, mais ce qui peut être dit par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la concurrence entre les clubs, moi je la verrais peut-être plus, même si elle existe entre les clubs, hein, déjà, on peut dire quand même qu'en France, en 20 ou 30 années, les clubs de haut niveau ne sont pas aujourd'hui les clubs qui étaient les plus représentés à haut niveau il y a 30 ans. Hein. Il y a des terres traditionnelles de rugby qui ont disparu parce que c'était des trop petites villes avec de trop petits moyens économiques pour exister. Et aujourd'hui, il y a quelques exceptions de petites villes, mais sinon, les clubs sont quand même rassemblés dans des grandes villes où il y a un bassin économique suffisant pour soutenir le niveau budgétaire qui est requis, qui est autour de 30 millions d'euros pour un club de top 14 aujourd'hui. Et en fait, après, ce qu'on peut voir aussi, c'est quand même une concurrence, je dirais, planétaire, mais pas forcément voulue, qui s'est produit avec justement la constitution de formes de professionnalisme différentes selon les pays. Donc en France, eh ben, voilà, ce sont des clubs qui se sont structurés et qui ont réussi, c'est d'ailleurs assez miraculeux, à générer des recettes toujours plus importantes saison après saison. Et puis on peut prendre un modèle qui était radicalement opposé, qui était la Nouvelle-Zélande, où l'argent en fait affluait à travers la fédération majoritairement et qui ensuite le diffusait dans ces structures. C'était une structure plus pyramidale et plus, on va dire, plus modeste. Mais en fait, ce qu'on a pu voir, c'était, puisqu'on disait tout à l'heure que des joueurs étrangers étaient captés par le championnat de France, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une forme de concurrence économique aussi entre les pays, la France ayant notamment une surpuissance financière par rapport à plein d'autres nations. Et ça peut peut-être expliquer aujourd'hui aussi qu'une nation comme la Nouvelle-Zélande et les All Blacks soient un peu moins en haut du tableau, parce qu'ils peinent vraiment économiquement à tenir le rythme. Voilà. La France est dans le monde du rugby, ce que l'Angleterre est un peu dans le monde du foot. Ouais, on pourrait presque dire ça. C'est quand même un phénomène assez exceptionnel en France. Hein. On voit en Angleterre, par exemple, les clubs anglais qui fonctionnent à peu près sur le même modèle. Ils ont des phases ascendantes où ils ont tout d'un coup plein de moyens, ils arrivent à recruter plein de joueurs, et puis quelques années après, ça se casse la figure. C'est arrivé déjà à la fin des années 2000 avec la crise des subprimes qui les avait impactés très fortement. Et là, dernièrement, ces 2 dernières années aussi, on voit à nouveau beaucoup de faillites dans les clubs anglais de première division, ce qui n'existe absolument pas en France. En France, on bénéficie de présidents ou de soutien financier pour les clubs qui sont assez exceptionnels, sachant qu'un club de rugby aujourd'hui, ce serait l'exception qui gagne de l'argent. A priori, il n'en gagne pas, même il en perd. Mais malgré ça, il y a un tel soutien sous forme de mécénat ou de sponsoring, qui fait que ça maintient effectivement la structure financière à un niveau très élevé et qui domine en fait le rugby mondial. Après, il y a le Japon qui a un peu de temps en temps la capacité à sélectionner quelques stars, à recruter pardon, quelques stars avec des contrats particuliers, mais c'est vraiment quelques cas très précis. Alors qu'en France, il y a quand même un niveau de rémunération constant très très élevé qui perdure. Comment expliquer que l'Allemagne ne joue pas au rugby? Je sais pas. Pourquoi l'Allemagne? Et Damien Chouli, vous avez déjà joué contre l'Allemagne parce que c'est notre meilleur ennemi, si on peut dire l'Allemagne avec l'Angleterre, c'est vrai, mais c'est aussi notre premier partenaire commercial, économique, qui réussit beaucoup de choses qu'il entreprend et on se demande pourquoi un pays anglo-saxon aussi n'a pas développé du tout cette appétence pour le rugby. Non, c'est une bonne C'est une question. question incidente, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà Ouais. joué, Damien Chouli, contre un club allemand? Non, 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 pour le coup, non. Je sais qu'il y a quelques clubs en Allemagne, mais ils sont pas structurés de façon professionnelle. Donc voilà, après, il faudrait voir pourquoi. Ça n'a pas été un sport qui a été poussé, développé au niveau du pays, mais bon, voilà, je pense qu'il y a quand même un attrait, mais ça reste vraiment amateur, ouais. Il y a une petite histoire entre la France et l'Allemagne sur le rugby. En fait, au début des années 30, la France a été expulsée du tournoi alors des 5 nations et de tout le concert international pour 2 raisons. Les Anglo-Saxons lui reprochaient la violence de son championnat et un amateurisme déguisé, un professionnalisme déguisé. Donc, à la fin du tournoi 31, la France est évincée. Et en fait, elle n'a alors plus que comme partenaire de jeu possible l'Allemagne,
avec laquelle qu'elle rencontre une fois par an depuis de mémoire 1927 ou 1928 et qui va être son principal adversaire jusqu'en 1938. Voilà. Et là, c'est un match par an ou parfois deux matchs dans l'année. Voilà. Et on la domine très facilement puisque c'est pas une nation qui, comme le disait Damien Chouli, a structuré le rugby. Il était pratiqué comme ça à l'époque. Et en fait, il faudra s'intéresser après à l'Allemagne pour comprendre pourquoi est-ce que c'est un sport qui Oui. n'a pas été développé là-bas. Quand vous écrivez Petit éloge du rugby, Ludovic Ninet, quelle est l'intention? Il y a besoin de faire l'éloge d'un sport qui, à l'image, paraît violent, brutal. Il y a quantité de reproches qu'on peut faire au rugby. Absolument. Ben alors, l'idée, c'était, dans la première partie du livre, c'était de faire comprendre, enfin, de partager avec ceux qui le connaissent et de faire comprendre à ceux qui ne le connaissent pas ce que c'est que le rugby de l'intérieur, donc à mon humble niveau de pratique, et expliquer ce que ça a été, comme toutes les sensations de jeu, comment se construit le jeu, comment physiquement ça se pratique, avec effectivement tout cet aspect si particulier du contact. Et puis la deuxième partie du livre, c'est un éloge un peu paradoxal, je dois reconnaître, puisque ça explique comment est devenu le rugby, comment le rugby qu'on voit à la télévision est devenu ce qu'il est, justement, avec toute cette mutation et notamment cet aspect violence ou contact physique vraiment porté à son paroxysme et qui aujourd'hui a quand même aussi des aspects, on va dire, plus négatifs, quoi. On commence à s'apercevoir que ça a des conséquences sur le corps humain et notamment sur son cerveau qui sont assez délétères, hein. Voilà. La pression dans une mêlée, par exemple, Damien Chouli, ça se mesure en tonnes. Oui, oui, surtout pour les premières lignes, c'est vrai, mais après, bon, voilà, il y a eu la sécurité au rugby est vraiment rentrée, je veux dire, de façon importante dans les 10 dernières années, où les règles ont beaucoup évolué dans ce sens aussi. Et quand on prend l'exemple de la mêlée, je veux dire, si on, si on prend quelques dizaines d'années en arrière, les joueurs arrivaient un par un en mêlée, lancés. C'était assez chaotique. Après, il y a eu des impacts. Et aujourd'hui, on se retrouve à être pratiquement à 20 centimètres. Voilà, réduire l'impact à une vingtaine de centimètres. On est oreille contre oreille. Donc ça réduit quand même beaucoup la violence et surtout les chocs et surtout les probabilités que la mêlée s'effondre. Et ce qui crée en général des accidents, notamment au cervical. Voilà. Il y a un après-rugby, Damien Chouli. Est-ce que l'engagement que nécessite ce sport et l'adrénaline aussi qui va avec, est-ce qu'aujourd'hui on peut changer de vie? Qu'est-ce qu'on fait après le rugby? De toute façon, la question ne se pose pas. On doit changer de vie. On doit passer par cette étape qu'on appelle voilà, la reconversion. Euh, parce que voilà, au rugby, on n'est pas encore capable de gagner assez d'argent pour être tranquille jusqu'à la retraite. Mais donc, il y a cette étape voilà, de reconversion. Donc, chacun doit mener son projet parallèlement autant que possible ou avant la fin de sa carrière pour trouver sa nouvelle voie. Et, euh, et c'est une étape très importante ouais, sur laquelle on est assez sensibilisé, assez jeune, notamment dans les centres de formation. Et quel est le vôtre? Votre projet? Donc, moi, mon projet, ce sera de rejoindre une agence d'agents de joueurs, agents sportifs, et voilà, de passer ma licence, parce qu'il en faut une pour exercer. Et voilà, c'est dans les tuyaux. Une manière de dire, de ne pas dire au revoir au rugby, hein, tout en restant dans le périmètre de sa passion. Merci beaucoup à Tout tous à les fait. deux, Damien Chouli et Ludovic Ninet, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, d'une manière particulière sur notre antenne. Petit éloge du rugby, Ludovic Ninet et Damien Chouli, ancien joueur international. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Merci.